Et voilà, tourne partie 2. Et c'est parti. Et il faut le dire, Jacques, en France, avec beaucoup moins de migrants, peut-être plus de candidats au djihad, l'intention est exactement la même. Merci Michel. En France d'ailleurs, François Hollande a fait part tout à l'heure de sa solidarité, de sa compassion avec l'Allemagne. Il a ajouté que la menace terroriste en France est toujours très haut niveau. Oui. Je voudrais exprimer ici, au nom de la France, notre solidarité, notre compassion à l'égard de l'Allemagne. Ici, en France, toutes les consignes avaient déjà été données pour que nous puissions sécuriser autant qu'il est possible tous les lieux, et notamment les marchés de Noël ou autres rassemblements. Nous avons un haut niveau de menace et nous avons un niveau et un plan de mobilisation et de vigilance particulièrement élevé aussi. D'ailleurs, dès hier soir, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, annonçait un renforcement de la sécurité sur les marchés de Noël en France. Ce matin, il était à Strasbourg pour évaluer le dispositif de sécurité sur ce marché de Noël très célèbre. Le ministre s'est dit satisfait de constater qu'il y avait un très haut niveau d'anticipation, a-t-il dit, et de préparation. À ce propos, Philippe Vogel, Jacques Rigouavin et Éric Gilles sont allés eux-mêmes vérifier sur ce marché de Strasbourg, le plus célèbre de France. Tous les matins, depuis maintenant 3 semaines, un camion vient bloquer le pont pour empêcher l'accès au centre-ville de Strasbourg. C'est l'un des seuls points de passage permettant l'entrée des véhicules de secours. Le centre historique, où sont regroupés tous les marchés de Noël, est complètement bouclé de 11h du matin jusqu'au soir. Le stationnement et les véhicules y sont interdits. Les points d'accès sont limités à pont et passerelle. Et nous, ce qu'on a mis à chaque pont, c'est un moyen de contrôle pour éviter soit que les véhicules rentrent, ou soit que le pont soit fermé, ou alors qu'il n'y a que le piéton qui passe et le piéton est contrôlé quand il rentre. Pour la 2e année consécutive, le centre historique a été transformé en forteresse. Une bulle de sécurité voulue infranchissable pour favoriser les contrôles et éviter l'intrusion de véhicules dans la foule. Même les voies du tram ont été aménagées. Nous avons mis en place des fosses le long des lignes de tramway pour empêcher que les camions puissent utiliser en quelque sorte la ligne de tramway pour entrer au milieu de la foule. Dans les allées du Christkindlesmerik, le plus ancien marché de Noël d'Europe, les visiteurs ont entendu parler de l'attentat de Berlin. Certains sont rassurés par les patrouilles de police omniprésentes, d'autres ont changé leur programme. Il y a les gendarmes, il y a la police, il y a la CRS et on est en sécurité. Il faut qu'on continue à vivre mais tout en étant rassurés parce que certaines personnes ont besoin de l'être. On évite de visiter le marché le soir, on préfère le matin. Comme ça c'est bon, j'espère. Les contrôles sont prévus jusqu'au 24 décembre, mais le maire pourrait décider de fermer le marché de Noël plus tôt si les mesures de sécurité ne sont pas encore renforcées pour les derniers jours. Et puis les marchés de Noël, il en existe beaucoup d'autres en ce moment, sur lesquels la vie, la magie doivent bien sûr continuer. Et c'est d'ailleurs sans doute la meilleure réponse à apporter aujourd'hui aux terroristes. Un exemple à Marseille, sur le Vieux-Port, où se sont rendus Pauline Lefrançois et Julien Attou. Sur le Vieux-Port ce matin, le marché de Noël marseillais se réveille tout doucement. Le temps est sombre. Les commerçants apprennent ce qui s'est passé hier soir à Berlin. Et la matinée est dure. D'attention à la vie de personne, que ce soit là ou ailleurs, forcément, être touché. D'autant plus que nous aussi, on est sur le marché de Noël de Marseille et que tout peut arriver ici ou ailleurs, encore une fois. Et c'est désespérant, finalement, d'entendre des événements comme ça, oui. Il y a quand même des familles qui vont être dans le deuil pour Noël. Et pour rien, quoi. Mais les touristes et les riverains sont là. Eux aussi pensent à l'attaque d'hier soir. Touchés et émus à seulement quelques jours des fêtes de Noël. Tout ce qui rapporte aux fêtes chrétiennes, à Noël, on est attaqué, quoi. Regardez, une barrière comme ça, je sais pas, moi ça me choque. Ça touche quand même quelque chose de particulier, c'est Noël, c'est la période où les gens se rassemblent, où les familles se rassemblent en général, donc ça touche ça aussi. Chacun fait face comme il peut, mais pas question de se laisser dépasser par la peur. Les vacanciers continuent leurs achats de Noël pour résister. On y pense, c'est sûr, mais on est quand même là, on continue. Je pense qu'il faut vivre normalement. C'est la seule réponse. C'est Noël, il y a les champs, vous voyez, donc c'est magnifique, voilà. Il faut garder cet espoir-là, voilà. Tout en pensant peu cher aux Berlinoises et aux Berlinois. Et profiter de l'esprit de Noël
Dans cette actualité, il nous faut aussi parler de la Turquie. C'est toujours l'incertitude là-bas. Après l'assassinat en public hier soir de l'ambassadeur de Russie à Ankara, l'auteur des coups de feu est un policier turc de 22 ans. Il voulait, selon ses dires, venger Alep. Des enquêteurs russes arrivés dans la capitale turque pour participer à l'enquête. On fait le point avec Laurent. Hier soir, quelques instants après les coups de feu, la femme de l'ambassadeur russe quitte l'hôpital d'Ankara où le décès de son mari vient d'être constaté. Andrei Karlov vient d'être abattu de plusieurs balles alors qu'il prenait... Là, j'ai pris la grosse machine pour la pelouse, qui est très pratique pour les gros endroits. Les coups de feu et ces images du tireur, un jeune homme de 22 ans, policier de son état. Des mots qui hurlent à cet instant, Allahu Akbar, Dieu est grand, et n'oubliez pas la Syrie, n'oubliez pas Alep. Quelques mots d'allégeance au djihad, en mauvais arabe et en turc. Il semble pour l'instant que cet homme ne faisait pas partie du dispositif de sécurité. Selon le ministère de l'Intérieur, le tireur a été neutralisé. Certaines photos le montrant à terre, visiblement mort, ont circulé sur les réseaux sociaux. 6 personnes ont été de plus arrêtées dans le cadre de l'enquête. Andrei Karlov avait été ambassadeur russe dans les 2 Corées avant d'être nommé à Ankara il y a 3 ans. Un assassinat à un moment où les relations entre les 2 pays se réchauffent après la destruction d'un avion militaire russe sur la frontière syrienne en novembre 2015. La presse turque ce matin parle de trahison et de lâche assassinat. Les ambassades russes et américaines ont été fermées et un déploiement de police n'a pourtant pas empêché les rafales d'armes automatiques sur la représentation de Washington ce matin. À ce stade de votre journal, revenons un instant sur ce carambolage ce matin en Vendée qui a fait de nombreuses victimes, je vous le disais tout à l'heure. Voici les dernières précisions avec Thibaut Malin. Le carambolage a impliqué des automobilistes circulant dans les 2 sens. Voitures, poids lourds, au total une quarantaine de véhicules qui roulaient sur cette 2 fois 2 voies reliant la Roche-sur-Yon au Sable d'Olonne. Le bilan est toujours de 5 morts et 6 blessés graves. Plusieurs de ces blessés ont été soignés sur place, dans un poste médical avancé installé sur la route elle-même. Priorité a été donnée à l'évacuation des automobilistes coincés dans leur véhicule. Les personnes indemnes ont quant à elles été transférées vers une salle communale de Sainte-Flève-des-Loups. Le carambolage se produit peu après 11h30 alors qu'un brouillard épais recouvrait cette partie de la Vendée. La route reste entièrement coupée à la circulation dans les 2 sens. Laurent Girondino, vous avez pu arriver sur le lieu d'accident. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de ce carambolage? Un petit peu, Jacques, et vous le voyez sans doute derrière moi, le brouillard recouvre encore la Vendée, mais beaucoup moins que ce matin vers 9h40 quand s'est produit ce monstrueux carambolage. À ce moment-là, le brouillard était vraiment... Voilà, on a fini à tonte. Et donc, dans ce carambolage... On va le ramener au garage parce qu'il est un peu accidenté. Plusieurs dizaines de véhicules, au moins une trentaine, se sont encastrés sur cette 2 fois 2 voies, et ça, de chaque côté de cette 2 fois 2 voies, entre la Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Alors, bien évidemment, les secours sont en place, puisque le bilan provisoire, confirmé tout à l'heure la préfecture, le bilan fait état de 5 personnes décédées et d'une personne en situation d'urgence vitale. Maintenant, le reste, à nous déterminer exactement les circonstances de cet accident, puisqu'on a remarqué une remorque qui était un peu atypique dans ce convoi, en passant tout à l'heure près de ce lieu de l'accident. Merci beaucoup, Laurent Girondino. Nous allons ramener ce tracteur-là au garage parce qu'il doit être réparé, gagné. Donc on y va. La Corse reste et après on va ramasser l'herbe plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit, ce qui évidemment qu'on a perturbe coupé. la circulation, des routes sont coupées, des lotissements inondés, mais pas de victimes à déplorer, en tout cas rien à voir avec ce qui s'était passé fin novembre dans des images de nos correspondants Patrice Roubaud et Philippe Petit. À Paris, environ 300 autocars perturbent le périphérique. Les autocaristes entendent ainsi dénoncer la hausse des tarifs de stationnement au 1er janvier prochain, ainsi que la politique anti-diesel d'Anne Hidalgo. Je rappelle que la mairie de Paris veut bannir le diesel dans la capitale d'ici à 2020. Et puis j'ajoute que dans une négociation entamée hier entre les plateformes de VTC et les syndicats de chauffeurs, elle devrait reprendre en début d'après-midi le temps pour chacun d'affiner ses positions, mais toujours pas d'accord pour le moment. Et dans le même temps, le prix des carburants est reparti à la hausse pour atteindre son plus haut niveau depuis 1 an et demi. Ainsi, le litre de gazole s'établit en moyenne à 1,19 €, le samplon 95 à 1,36 €. Reportage du côté de Bordeaux de Grégoire Guisteau et Guillaume Foyer. 1,40 € le litre et même plus d'1,50 € par endroit. Ce matin, les
Les automobilistes assistent impuissants à cette nouvelle envolée des prix des carburants. On suppose. On prend la remorque pour ramasser. À titre personnel, j'essaye de pas trop rouler et de faire attention. Et puis à titre professionnel, je m'observe, donc on n'a pas le choix. Je pense qu'il faudrait passer à autre chose que du pétrole. Voilà. Le gazole atteint même son niveau le plus élevé depuis mai 2015. Une mauvaise nouvelle sur la route des vacances, comme pour cet automobiliste en transit entre Angers et Béziers. La livraison reste très rapide, 600 km. Ça fait pas mal de frais, c'est plus la fin d'année, c'est beau. Une hausse d'un peu plus d'1 centime litre qui pèse sur le budget en cette veille de Noël où le porte-monnaie des ménages est déjà largement mis à contribution. C'est quand même un budget qu'on arrive à dépenser 200 € par mois en faisant mon trajet de travail et un peu de loisirs le week-end. Et les prix ne devraient pas baisser dans les prochaines semaines à cause d'un accord signé début décembre par les pays exportateurs de pétrole. Une bonne nouvelle au moins pour tous ceux qui attendent un vélo cette année, au pied du sapin. On l'attendait depuis plus d'1 an et demi. Le tunnel du Chambon a pu rouvrir le week-end dernier et il avait été fermé après s'être partiellement effondré en avril 2015. Et depuis, la zone autour de la Grave était enclavée. L'activité peut enfin reprendre entre l'Isère et les Hautes-Alpes, Christophe Cuisine et David Becquerel. Depuis 20 mois, ils en rêvaient, traverser le tunnel du Chambon qui permet de relier Grenoble à Briançon. Sa fermeture suite à un glissement de terrain rendait la vie impossible à tous les habitants de la vallée, la Grave et le village qui a le plus souffert. Pour nous, c'est une grande joie, c'est la réelle bouffée d'oxygène qui nous manquait pour pouvoir survivre. C'était un village qui était devenu un village mort. Il n'y avait plus de passage, donc le passage c'est quand même la ville. Les commerçants survivaient tant bien que mal. Depuis 1 an, la création d'une route de secours maintenait l'activité économique sous perfusion. Désormais, avec la réouverture du tunnel, l'épicerie du village reprend vie. Aujourd'hui, l'hiver, on a la banane, on est trop content. Les touristes vont enfin pouvoir passer, tout le monde va pouvoir passer, c'est génial. Ces touristes, justement, arrivent du pays nantais. Habitués de la Grave, vous avez renoncé au voyage l'an dernier. Leur retour est le symbole du village qui se clôt. Oui, très content. Très content, je suis aussi content qu'on est commerçants, ça fait 30 ans qu'on est ici. Et je peux vous assurer qu'on les avait au téléphone et commençaient à s'inquiéter sérieusement. Les amoureux de cette montagne seront tous bientôt de retour. Il ne manque plus que quelques centimètres de neige pour que le bonheur soit complet, ou presque. On est optimiste. On attend l'ouverture définitive quand même, fin 2017. Et là, je pense que ce sera... Voilà, on aura un gros point au moins. Car la réouverture du tunnel du Chambon est provisoire jusqu'à la mi-mars. Il faudra alors terminer les travaux d'aménagement pour que toute une vallée retrouve définitivement le sourire. Toujours dans les Alpes, on va aller vider ça. Chute de neige, la saison n'est pas encore tout à fait blanche. Dans l'autre film que j'ai un les touristes se rabattent sur les activités d'été, celles de la saison verte, comme on dit là-bas. Vélo, randonnée ou même parapente pour les plus téméraires. Entre les stations de Gietta en Savoie et Pras-sur-Arly en Haute-Savoie. Et hop, c'est parti, on y va. Quelques mètres carrés de bois. La seule et unique piste enneigée de la station. Choyée comme un trésor. Vous voyez, avec 150 mètres. Mais vous voyez, on n'est que 3 à 3, 4, là, ce qui est là-dessus, ça va très bien. Nous, on s'en contente. On est du Pas-de-Calais, donc on est heureux. Mais la plupart des vacanciers, où sont-ils donc? Pour Florence et Damien, direction les sommets encore verdoyants pour un vol en parapente. Nous, on va faire du ski, qui est très petit ski là. Donc, le budget forfait, on passe à lui. Un manque de neige qui fait donc le malheur des uns et le bonheur des autres. Nous, ça ne nous empêche pas de voler. Et donc les gens, il y a d'autres activités ici. Le parapente, c'est très bien. C'est pas très bon, c'est dommage. Mais non, c'est chouette, c'est vraiment joli. Ils n'ont pas l'air de s'ennuyer donc, comme la famille d'État, qui préfère les joies de la piscine, moins périlleux. Ah, on décompresse un maximum, vous voyez, vous êtes mis là, tout le monde a le sourire. Ce qui compte. Vététistes ou randonneurs. Image étonnante des vacances au ski. C'est le fun qui dure, mais c'est pas grave, on en profite quand même. On ne pas marcher, il n'y a pas de neige. La neige, justement, elle est attendue pour Noël. Le cadeau rêvé des vacanciers de deuxième semaine.
Ouvrons notre page de Noël justement avec cette entreprise familiale de jouets pour les tout petits, des jouets écoiffiers, des jouets bien sûr made in France. Et à l'approche de Noël, tout le monde là-bas se mobilise pour répondre aux commandes. À Oyonnax, dans l'Ain, Jean-Marie Delot et Michael Pell. Bienvenue dans le royaume des jouets en plastique pour les enfants jusqu'à 5 ans. Camions, avions, outils, circuits automobiles, garages, tout est fait pour que les enfants puissent s'amuser sans danger. C'est dans cette salle d'exposition que les centrales d'achat viennent choisir leurs produits. Parmi les valeurs sûres qui traversent les générations, l'étalage avec fruits et légumes pour jouer aux marchands. Dans l'usine à côté, tout est fabriqué de A à Z, notamment les fausses pommes de terre. 45 personnes travaillent pour l'entreprise. Les lutins sont aidés par des machines Il a rien dedans. dans une entreprise familiale Il est créée du en poisson. 1946. Il est gros ton poisson, toi. Avoir peur d'une tortue, c'est dingue. Et bah toi t'as bien peur d'un chien. On va avoir peur d'un chat ou une tortue. Des jouets qui sont créés ici, qui sont conçus ici et qui sont fabriqués ici. Donc le Made in France, le fabriqué en France, comme vous voulez, on le porte clairement. Le fabriqué en France, c'est aussi la carte de la proximité. Depuis 2 ou 3 ans, la consommation s'est assez stabilisée sur le jouet. Donc effectivement, c'est une organisation nouvelle à trouver, mais qui nous permet de faire la différence par rapport à des concurrents qui produisent 0323. Un pied en 2016, un autre en 2017. À 2 ans et demi, Mathilde, avec sérieux, joue les mannequins pour présenter la collection de jouets de Noël 2017. Ainsi va la vie d'une entreprise qui exporte dans 70 pays et qui doit en permanence se projeter dans l'avenir. Eux aussi sont un peu les lutins. Désolé, c'était le téléphone qui sonnait, mais bon. Dans les centres de tri où les colis arrivent en masse. C'était encore des pubs. À Cavaillon, dans l'une des plus grandes plateformes de la Poste, les machines travaillent 23 heures sur 24 pour trier plus de 360 000 colis chaque jour. Dans le Vaucluse, Baptiste Guénet, Sylvain Farge. C'est un balai incessant de camions, de chariots, de cartons. Sur ce carrousel de 600 mètres de long, transite le temps de quelques heures tous les colis en direction du sud de la France. On est sur un débit globalement de 10 000 colis par heure. Le colis va passer sur la machine, il va être orienté vers un plateau, il va faire une lecture optique qui va lui donner son point de chute, et donc ensuite, le colis va être orienté sur un conteneur postal. La plateforme de tri de Cavaillon est l'une des plus importantes de l'Hexagone. Pendant le mois de décembre, 300 salariés trient, sans relâche, plus de 360 000 colis chaque jour. C'est 2 fois plus que le reste de l'année. C'est un peu comme les lutins du Père Noël, en fait. La cadence est soutenue, l'erreur interdite. Tout est minutieusement contrôlé. Je vérifie que tout est bien fermé. Il y a 33 conteneurs à mettre dans un camion pour qu'il soit complet. Le camion chargé reste une dernière précaution avant le départ. Là, je scelle le camion. Dans le jargon des employés de la Poste, le mois de décembre est surnommé la période. Depuis une dizaine d'années et le boom des ventes sur Internet, l'activité décolle. La plateforme a enregistré 5 millions de colis supplémentaires en 2016. Le quart est commandé en ligne. Tout colis commandé par Internet passe par nous, globalement. Donc on a un rôle important. On va repartir à la ferme. Allez, encore quelques jours de travail intensif pour que les fêtes de Noël passent comme une lettre à la poste. On va partir. J'en profite pour saluer tous les postiers. Bien. La suite de notre série de la semaine, elle est consacrée à quelques produits de fête, évidemment. Deuxième épisode aujourd'hui avec les volailles. Volailles, patates, larmes, oie, chapon, etc. Comment choisir en fonction du nombre de convives qu'on attend et de ses goûts. Voyez les conseils recueillis par Hélène Grégoire, VXuel, Oual de Rennes. Au moment de choisir sa volaille, le client a souvent un problème de taille. Foulard pour 4 personnes et un chapeau pour 10. Et la dinde alors? Et la dinde pour 12 personnes, pour éviter les voisins. Produits exclusivement pour des fêtes, les poulardes et les chapons sont appréciés pour leur viande tendre et moelleuse. Ce producteur du sud-ouest livre ce matin-là ses chapons aux halles de Pau. Ce sont des jeunes poulets castrés, engraissés avec une nourriture à base de lait. On ne l'élève qu'à Noël et on les élève beaucoup plus longtemps. Et pour une prochaine vidéo.